Un amour de Swann, version abrégée, la fin. À présent, les dîners chez les Verdurin, autrefois prétexte aux rencontres avec Odette, s'étaient transformés en obstacles. Swann faisait des raisonnements alambiqués pour dissuader sa maîtresse d'assister avec le clan à tel concert de qualité des plus médiocres. À la belle saison, alors que le groupe quittait parfois Paris pour quelques jours, il élaborait des plans pour avoir l'air de rencontrer Odette par hasard, puis pour l'ignorer. Il annulait tous ses projets, étudiait les cartes des lieux qu'elle visiterait, l'horaire des trains qu'elle devait prendre. Pendant tout ce temps-là, Odette n'avait pas une seule pensée pour lui. Cette indifférence exacerbait l'amour de Swann. De plus, Odette lui mentait impunément, parfois sans même incorporer à ses mensonges un grain de vérité. Et Swann l'acceptait sans broncher. Puis il était assailli de soupçons lancinants. Parfois, il se trouvait même aux mêmes soirées qu'Odette, mais il s'en allait rapidement, ne voulant pas avoir l'air de l'espionner. Et là, la joie que lui donnait occasionnellement sa maîtresse en lui demandant de la raccompagner chez elle n'était même pas gâchée par la présence de Forcheville, qu'Odette prenait à témoin de leur intimité. Dans ces moments de bonheur, il s'imaginait la vie normale qu'il aurait si Odette avait été sa femme, tout en se doutant que cette paix, dans laquelle Odette ne serait plus inaccessible, cette paix tranquille, lui ferait perdre l'intérêt qu'il portait à sa fuyante amante. Il couvrait Odette de bijoux. Mais, quand sa jalousie le reprenait, il se mettait à la détester et cherchait un moyen de lui faire payer ses trahisons. Un jour, il lui fit porter une réponse négative à une demande d'argent qui lui aurait permis de louer un château près de Bayreuth, afin d'assister au festival de Wagner, où il avait proposé, dans une période de félicité entre eux, de l'emmener. Mais sa demande, ô combien culottée, ne concernait qu'elle et le clan Verdurin. Après ce refus, petit à petit, la douce Odette réapparaissait dans l'esprit torturé de Swann. Il se rendait bien compte que c'était la jalousie qui l'avait fait agir si froidement, se ravisait, revenait sur son refus d'argent, plein de remords d'avoir été si dur avec elle. Odette, habituée à ces brouilles suivies de réconciliations, dictées par la jalousie de son amant, ne craignait plus de lui déplaire. Elle se mit à se refuser quand ça lui chantait. Elle s'absentait parfois quelques semaines d'affilée. Swann se faisait à son absence, il pensait être guéri, passant par les états d'âme les plus extrêmes, pour finalement se précipiter chez elle dès son retour, s'attendant chaque fois à trouver une Odette nouvelle qu'il se disait simplement curieux de découvrir. Quant à elle, qui n'assistait pas aux crises mentales par lesquelles passait Swann, mais sachant qu'inévitablement il rappliquerait dès que possible, elle ne voyait pas dans ces élucubrations que des prétextes pour la revoir. Tel un drogué, son esprit amoureux était agité de convulsions faites de grands desseins, de résolutions, d'explications, justifications de ses actes, de ses capitulations, de ses faiblesses pour l'infidèle. Seuls ses sorties et ses contacts avec la bourgeoisie, où il était le fils Swann, lui apportaient quelque plaisir, l'obligeant à puiser dans son esprit des ressources qui n'avaient pas été envahies par son obsession pour Odette. Et aussi, quand il pensait au monde aristocratique, son amour-propre se réchauffait, lui qui était si réclamé, alors qu'Odette n'avait que si peu de plaisir à le voir. Il essaya de faire intercéder son ami Charlus, qu'il appelait Mémé, auprès d'Odette, pour qu'elle acceptât de le voir plus souvent. Apprit son passé de femme galante par mon oncle Adolphe, avec lequel Odette le brouilla, mais malgré ces révélations, il continuait à voir en elle un ange de calme et de bonté. L'attitude d'Odette avait changé. Elle, qui tremblait autrefois de ne point lui plaire, avait acquis une assurance. Elle qui pensait, lorsqu'il lui plaisait, que la pleine simplicité de Swann était distinguée, qui l'intriguait, elle voulait qu'il soit différent. Elle disait « Ah, comme j'aimerais transformer, faire entendre raison à cette tête-là !» Elle avait changé progressivement à son égard, mais Swann évitait de songer à l'Odette de leur début, de peur de trop souffrir. Cependant, cette douleur qu'il évitait le saisit à l'occasion d'une soirée chez la marquise de Sainte-Verte, où il alla avec l'âme tranquille,
sachant que son ami Charlus passerait la soirée chez Odette, et qu'il lui avait promis de le faire prévenir immédiatement si Odette s'avisait de bien vouloir le recevoir. À cette soirée assistait, entre autres aristocrates, la princesse des Laumes, duchesse de Guermantes. Elle se fit accoster par sa cousine, madame de Gallardon, de qui l'obsession était son lien familial avec les Guermantes, et nota la présence de son ami Swann, dont sa cousine se choquait qu'un juif, même converti, comme ses parents et ses grands-parents, fût invité. Madame des Laumes, typique de sa coterie du faubourg Saint-Germain, fit tout pour attirer l'attention de Swann, qui était de ses amis, au détriment même du Chopin qu'elle cessa d'écouter. Swann plaisanta d'un ton galant avec la princesse des Laumes, Oriane, qui appréciait la finesse de l'humour de son amie. Elle remarqua que Swann connaissait la jeune madame de Cambremer, née Le Grandin, une voisine de Combray comme les Guermantes. Swann avait des opinions à l'opposé de la princesse sur les choses importantes, mais pour les petits détails de la vie, ils pensaient à l'unisson, employaient un langage identique, et leur conversation pétillait d'esprit. Ce soir-là, la princesse invita son ami à Guermantes, ce qu'il refusa, car pour lui, c'était le pays du bonheur, et il n'avait pas le cœur à ça. Lorsqu'il fut temps pour Oriane de s'esquiver, elle insista pour que Swann le suivît. En vain, malgré le désir que sa visite eût fait à Bazin, son mari, qui n'avait de nouvelles récentes de leur ami que par son frère, Mémé, baron de Charlus. Une fois seule avec son mari, la princesse lui confia que Swann avait l'air très malheureux, à cause d'une femme que non seulement avait mauvais genre, mais en plus avait la réputation d'être bête. Swann présenta la jeune madame de Cambremer au général de Froberville, à qui elle plaisait beaucoup. Et, coincé par ces présentations, Swann, au lieu de s'en aller comme prévu, dut assister à la fin du récital. Il resta donc, rongé par la douleur d'être parmi des gens qui ne savaient rien d'Odette, dans un lieu où elle ne mettrait jamais les pieds. Soudain, son cœur se déchira, et il sentit qu'Odette était présente. Le pianiste jouait la petite phrase de la sonnette de Vinteuil. Ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des notes hautes où il restait comme pour une attente. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas », tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'il crut revenu, s'était réveillé et, à tire-d'aile, était remonté lui chanter éperdument, sans pitié, pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Toute sa vie heureuse du temps où Odette l'aimait lui revint en une grande bouffée. Et il fut jaloux du Swann qu'Odette avait aimé. Il eut la certitude que jamais plus Odette ne l'aimerait comme autrefois. Après cette soirée, il reprit son étude sur Vermeer. Pour cela, il aurait dû partir en voyage, mais il ne se résignait pas à quitter Paris dans l'attente constante d'un rendez-vous avec Odette, qui ne pouvait se passer des avantages que la fortune et la position sociale de son amant lui procuraient. Il se sentait ainsi moins malheureux d'être sûr d'avoir les moyens de continuer à voir Odette. Parfois, au contraire, il se sentait plus malheureux de n'être pas forcé, par nécessité, de ne plus la voir. Il espérait qu'elle fût tuée dans un accident. Puis il se blâmait d'être si égoïste. Sa jalousie le torturait. Il interprétait tout ce que lui disait Odette, essayait de deviner si, par exemple, Forcheville était son amant. Un jour, une lettre anonyme lui révélait qu'elle avait eu de très nombreux amants, des amantes aussi, qu'elle s'était même prostituée. Il débattait de l'identité de celui qui lui avait écrit. Charlus, Delhomme, Dorsan, son valet, les Verdurin, Bergotte, le peintre. Malgré ce sinistre avertissement, il ne pouvait imaginer Odette à des orgies avec des femmes, en maison close. Pourtant, habilement, il lui posa des questions sur son passé,
prêchant le faux pour savoir le vrai. Et, peu à peu, malgré la cruauté des révélations, il apprit que non seulement Odette avait eu des relations avec des femmes, mais peut-être même avec Madame Verdurin, qu'elle avait été l'amante de Forcheville, et, comble de douleur pour Swann, que tout cela s'était passé avant, mais aussi après qu'elle l'eût rencontré. Alors qu'il craignait encore plus de révélations sur le passé d'Odette, c'est elle-même qui les lui fournit, sans s'en rendre compte. Interrogée par lui, convaincue qu'elle lui opposerait une vigoureuse dénégation, elle lui a appris encore récemment, elle avait été contactée par une entremetteuse et qu'elle avait eu du mal à les conduire. Cet aveu ne trahissait-il pas quel genre de femme Odette était réellement? Odette laissa échapper un détail lui prouvant qu'elle connaissait Forcheville avant de rencontrer Swann, et que la nuit où il l'avait cherchée partout, juste avant leur premier Cattleya, elle sortait de chez Forcheville. C'est ainsi que, depuis le début de leur liaison, elle lui avait toujours menti. Et ce souvenir, qui pour lui était celui d'un bonheur perdu, devint le souvenir d'un malheur tout juste découvert. Il vit Odette sous un jour totalement différent, débusqua le mensonge sous ses serments les plus passionnés et si peu plausibles. Il alla jusqu'à visiter certaines maisons closes afin, en vain, de trouver des renseignements sur ses possibles dépravations. Le clan Verdurin partit en voyage pendant près d'une année, et l'absence d'Odette laissa un Swann de plus en plus paisible. Madame Cottard rentrait à Paris plus tôt que les autres avec son mari et le peintre Monsieur Biche. En prenant un jour l'omnibus, se trouva par hasard à côté de Swann. La brave femme, perçant sous la petite bourgeoise au courant des dernières expositions de la capitale, « Le dernier portrait de Machard, l'avez-vous vu ?» Elle parla, après une hésitation, des Verdurin et d'Odette, qui, selon elle, n'arrêtaient pas de citer Swann durant leur grand voyage, louant son érudition et à tout bout de champ, l'évoquant comme un véritable ami. Swann ressentit alors une grande tendresse pour elle, pour Madame Verdurin et même pour Odette, pour laquelle il ne souffrait enfin plus, ce qui signifiait qu'il ne l'aimait plus guère d'amour. Cette conversation inattendue avait rempli Swann de sentiments pour son amante plus humains, plus normaux, moins uniques. Sa jalousie s'en était allée, son amour ainsi que le désir d'être amoureux d'elle. Il ne reverrait plus l'Odette qu'il avait tant fait souffrir, sauf dans un rêve où il avait réparti sa jalousie entre deux personnages, comme le font parfois les romanciers. Guéri enfin d'Odette, sa muflerie occasionnelle lui revenait. Il se dit « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. »